Bonjour, bienvenue sur Cardio Online. Je suis Olivier Hanon, cardiologue et gériatre à Paris à l'hôpital Broca. Et nous sommes sur cette session pour parler de l'actualité des AOD en 2018. Et donc je suis avec Gérard Elst, cardiologue à la Pitié-Salpêtrière. Bonjour. Et avec Patrick Goldstein, urgentiste à Lille. Sur les nouvelles données qu'on a eues en 2017-2018, il y a une vraie nouveauté sur la prise en charge, Gérard, des patients avec un syndrome coronaire aigu qui ont eu une angioplastie. Et donc on est sur un schéma théorique classique de la trithérapie, l'anticoagulant et avec les AVK et la bithérapie. Qu'est-ce qu'il en est maintenant entre la possibilité d'arriver à une bithérapie d'emblée par rapport à une trithérapie ? Effectivement, Olivier, c'est un problème extrêmement important. Près de 10% des patients qui bénéficient d'une procédure coronaire interventionnelle ont besoin ou vont avoir besoin rapidement d'un traitement anticoagulant et on était dans la nécessité d'une trithérapie. Or, cette trithérapie, elle va faire saigner. Elle va faire saigner 2 à 3 fois plus que la bithérapie chez un patient qui n'a pas d'anticoagulant. Donc on était dans une situation dans laquelle on donnait une trithérapie, les recommandations étaient de 6 mois, enfin on était très embêtés. Récemment, les choses évoluent puisque d'une part, on sait que cette trithérapie, on l'a réduit de plus en plus et les recommandations de la Société européenne vont dans ce sens puisque la trithérapie peut n'être que d'1 mois. Donc ça c'est un élément nouveau. Et deuxièmement, il y a des nouveaux schémas thérapeutiques qui intègrent 2 AOD. Il y a 2 grandes études qui ont été initiées et qui ont été terminées bien sûr avec le rivaroxaban et le dabigatran qui montrent qu'une bithérapie peut parfaitement être envisagée chez les patients, en tout cas chez les patients à haut risque hémorragique. Clairement, les 2 études ont démontré que la bithérapie faisait moins saigner, donc il y a moins de saignement, c'est ce qu'on voulait. Et en termes d'événements thrombotiques, il n'y a pas de différence significative. Donc les 2 études ont permis de montrer que pour ces 2 molécules, en sachant que l'une d'elles a été faite avec les posologies habituelles du dabigatran, les posologies que l'on connaît pour la prévention de l'accident vasculaire cérébral et de l'AFA. Donc en pratique, on peut donner chez les patients au risque hémorragique un AOD et du clopidogrel seul. On peut ne pas donner d'aspirine, car l'aspirine fait augmenter le risque hémorragique, et c'est justement ce qu'on voulait, diminuer le risque hémorragique. Donc on est clairement dans le bon sens, dans l'utilisation des AOD dans cette situation. Donc c'est vrai que finalement on a en fait 3 essais, parce qu'il y avait eu aussi l'étude VEUST, donc on a l'étude VEUST, l'étude pionnière, l'étude Rutual, 3 études qui nous montrent que finalement la bithérapie est une possibilité quand on est bien sûr avec une fibrillation atriale et qu'on vient d'avoir un syndrome coronaire aigu. Juste de rajouter qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'en périprocédure, donc c'est lors de la procédure coronaire interventionnelle, là, on a le droit, et au contraire, il faut prescrire de l'aspirine. L'aspirine reste incontournable dans les jours ou la journée de la procédure coronaire interventionnelle. On ne se passe pas, pour l'instant, de l'aspirine dans cette situation, mais rapidement, on peut s'en passer. Alors Gérard, merci pour ces données qui sont tout à fait remarquables, mais là on est dans des grands essais, des essais multicentriques, des essais randomisés. Alors je crois, Olivier, que sur l'année 2017, on a vu un certain nombre de registres qui traduisent le reflet de la vraie vie. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus ? Alors la vraie vie, c'est effectivement important. Alors, la vraie vie, ce n'est pas un très bon terme. On utilise souvent le terme des conditions réelles de prescription. C'est vrai qu'on a eu des essais randomisés avec des résultats extraordinaires, avec moins d'hémorragie sous AOD que sous AVK, moins d'hémorragie cérébrale. Mais les anticoagulants, on les donne surtout à des patients âgés. Et ces patients âgés, même s'ils sont inclus, parce qu'il y en a pas mal qui sont inclus dans les essais randomisés, sont quand même toujours un peu sélectionnés. On n'a pas forcément le patient âgé et des troubles cognitifs, polymédiqués et beaucoup de comorbidités. Et donc c'est vrai qu'on avait besoin d'avoir ces données de vraie vie. Et alors, c'est pas qu'on a eu un peu de données de vraie vie, on a eu énormément de données de vraie vie, puisqu'on a récemment des méta-analyses sur près de 800 000 personnes. Je ne me suis pas trompé, c'est 800 000 personnes dans des méta-analyses recevant soit un AOD, soit un AVK. Alors, première donnée, ce sont les données françaises, parce que c'est ça qu'on attendait. On a eu les données 2013, qui viennent d'être présentées en 2017, les données à partir du PMSI et de la base de l'assurance maladie des patients nouvellement traités en 2013 par soit un AOD, soit un AVK, et les AOD évalués étaient le dabigatran et le rivaroxaban. Et les résultats, donc sur toute l'année 2013, avec un suivi de 1 an, on observe moins
d'accident vasculaire cérébral du côté dabigatran par rapport au groupe qui recevait des AVK, moins d'hémorragie majeure avec le dabigatran par rapport aux AVK et 25% de mortalité totale en moins chez les patients. Donc les patients français qui ont reçu un AOD ont fait moins d'AVC, moins d'hémorragie et sont moins morts. Et puis ça, c'était les données françaises, mais on a eu des données qui ont été regroupées en méta-analyse, je disais 800 000 personnes. Ces données retrouvent toujours la même chose, et notamment sur le risque d'hémorragie cérébrale, qui est diminué toujours de 50% dans la vraie vie, donc exactement la même chose que dans les essais randomisés, 50% d'hémorragie cérébrale en moins, et on est autour de 25%, 30% de mortalité en moins. Donc un vrai bénéfice retrouvé dans la vraie vie, et c'est impressionnant, on a rarement vu des essais de vraie vie arriver aussi vite avec 800 000 personnes au bout d'un an, enfin depuis cette année, des méta-analyses de 800 000 personnes. Donc on a vraiment confirmation et c'est très très rassurant, surtout quand on va prescrire chez des patients âgés. Alors je vais rebondir parce que c'est vrai qu'on a ces données, meilleure efficacité, moins d'hémorragie majeure, moins d'hémorragie cérébrale, mais c'est toujours moins, c'est-à-dire que ça ne réduit pas et effectivement, on peut toujours avoir des hémorragies. Et donc, un urgentiste comme Patrick, comment gérer ces patients qui arrivent avec une hémorragie majeure aux urgences sous AOD? Oui, merci Olivier. Alors, il y a effectivement deux raisons pour associer AOD et hémorragie aux urgences. La première raison, c'est de dire, tiens, l'AOD fait saigner et le patient arrive aux urgences parce qu'il saigne. C'est vrai, il y en a quelques-uns, c'est vrai, et certains en situation d'hémorragie grave. Mais je voudrais vraiment insister à nouveau sur ce que vous venez d'évoquer. Ce sont des médicaments qui sont beaucoup plus sûrs que les AVK et vu du côté de l'urgentiste, c'est vraiment très très important. N'oublions jamais que les AVK, c'est la deuxième cause d'accident iatrogène dans les services d'urgence. La deuxième raison pour associer AOD et hémorragie aux urgences, c'est que le patient a un événement de vie qu'il fait qu'il va être en situation hémorragique et que par ailleurs il est sous AOD. Il peut avoir une hémorragie intracérébrale, il peut avoir un accident de circulation, il peut avoir un polytraumatisme, il peut avoir un choc septique sur une péritonique et des troubles de coagulation qui nous imposent de le mettre rapidement au bloc opératoire. Et là, nous, on est dans des situations de prise en charge rapide de patients qui peuvent être relativement inconfortables. Ces situations ont été traitées pendant très très longtemps avec du PPSB et avec du succès, il faut le reconnaître. Mais n'oublions jamais que le PPSB n'est pas une antidote ou un agent de réversion au sens strict du terme. On va suppléer un déficit en facteur de coagulation et on s'expose par ailleurs à un risque procoagulant, c'est-à-dire avec des effets prothrombotiques à la fin de l'administration de PPSB. Et c'est jamais de l'effet on-off. Il se trouve qu'on a aujourd'hui un véritable agent de réversion disponible qui est l'adurusizumab, qui est spécifique, c'est un fragment d'anticorps monoclonal qui est spécifique du dabigatran. Il va aller se fixer sur le dabigatran et il va avoir une action on-off. Celle-ci a été démontrée à travers une étude qui s'appelle RIVERSAD et qui sont nos conditions d'exercice à nous. D'une part, des patients qui arrivaient aux urgences parce qu'ils avaient des accidents dramatiques, polytraumatisés, traumatisme crânien, ou pour d'autres parce qu'ils devaient passer au bloc opératoire dans des délais très courts. C'est par exemple les péritonites que j'avais évoquées. L'iliracusizumab a été testé dans ces deux catégories de patients avec des résultats tout à fait remarquables. C'est-à-dire que après l'injection de deux bolus de 2,5 grammes, on a une normalisation des tests de coagulation, en particulier temps de thrombine diluée, on a un effondrement de la concentration sérique de la molécule, on a une normalisation du TCA. Et avec un effet qui est mesuré à peu près à 94,6%. Ceci va durer à peu près 24 heures, ce qui nous met dans des situations de véritable confort. J'ajouterais qu'il n'y a pas d'effet procoagulant derrière et qu'on va pouvoir reprendre dans des délais qui sont tout à fait raisonnables en lien avec la pathologie que présente le patient, bien entendu, un traitement anticoagulant s'il est nécessaire sans aucune réserve. Donc là, l'existence de cet idarucizumab est pour nous une condition de sécurité réelle. Et même si ces accidents sont rares et ils sont rares, lorsqu'ils arrivent, ils peuvent être graves et nous avons là l'agent de réversion que nous attendions depuis longtemps. Et alors effectivement, il y a un intérêt quand les patients vont saigner, mais il y a aussi un intérêt notamment quand on parle d'intervention en urgence non programmée, de l'intervention chirurgicale. Et moi, je pense beaucoup à mes patients âgés
polypathologiques avec un haut risque de chute. On sait qu'il y a près de 30% des gens âgés qui sont à haut risque de chute. Et l'intervention, la fracture du col du fémur, est une urgence chirurgicale. C'est vraiment, voilà, vous me l'avez volé. Mais le patient chuteur âgé, je veux dire, voilà, on partage ça, moi en tant qu'urgentiste, intéressé par les personnes âgées qui fréquentent beaucoup nos services, et vous, parce que vous êtes à la fois cardiologue et gérien, bien entendu. Et il est hors de question qu'on puisse imaginer faire attendre 72 heures un patient présentant une fracture du col du fémur uniquement parce qu'il est sous Abiatran. Et la réversion présente probablement un intérêt, puisque 72 heures, c'est excessivement pénalisant pour le patient, mais ça, vous le savez bien mieux que moi. Oui, donc tout à fait, c'est effectivement dans le choix qu'on va avoir chez un patient chuteur à risque de fracture, ça peut être un élément du choix de se dire si jamais il y a un pépin, au moins il pourra être opéré dans les 24 heures et donc on n'aura pas de perte de chance d'avoir retardé son intervention chirurgicale. Donc je crois qu'on va conclure, on va retenir sur ces nouveautés. La première nouveauté sur la prise en charge de l'angioplastie, du syndrome coronaire aigu, avec vraiment maintenant de plus en plus de données que Gérard Raef nous a montrées sur la possibilité, quand on est en FA et qu'on a eu ce geste d'angioplastie, de pouvoir utiliser les AOD et peut-être même pouvoir utiliser maintenant la bithérapie chez ces patients à haut risque hémorragique, un AOD et un antiagrégant plaquettaire. On a vu avec Patrick que ces patients, même s'ils saignent moins, peuvent saigner, que la gestion des hémorragies est faisable et qu'elle peut être encore plus faisable grâce à la présence d'un antidote. Et puis, on a vu que toutes ces données dans les essais randomisés sont maintenant retrouvées dans les études de vraie vie avec ces énormes méta-analyses que je vous invite à lire, publiées en 2017, montrant que sur 800 000 personnes, les AOD sont supérieurs aux AVK sur des critères hémorragie majeure, hémorragie cérébrale et mortalité. Je vous remercie.